aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Salut internet, c'est Arthur Fingal, tu regardes le premier épisode de Casual Business et merci, c'est vraiment cool. Si avant de commencer tu veux en savoir plus sur c'est quoi Casual Business, qui je suis, etc., je t'invite à regarder cette vidéo. Sinon, installe-toi bien confortablement car on va rester ensemble pour un petit moment. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas encore commencé, je préfère te prévenir, je vais utiliser pas mal d'expressions anglophones dans cette vidéo. C'est parce que j'ai fait la plupart de mes recherches en anglais, que donc ça me vient plus facilement en anglais. Et c'est surtout parce que si j'étais pas sûr de la traduction de l'anglais vis-à-vis du français, je préfère garder le terme anglais, plutôt que donner une fausse information. Quand on simplifie un peu, on peut résumer le monde du travail en 2 points. A. Faire des trucs. B. Prendre des décisions. Si t'as lu le titre de la vidéo, tu sais qu'aujourd'hui on va parler du point B. Prendre des décisions, et qu'on va aussi parler de biais cognitifs. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, et en tirer 2-3 astuces toutes simples, mais qui permettent de prendre de meilleures décisions. Et donc de comprendre pourquoi ces astuces sont toutes simples, mais que ce sont de bonnes astuces. Allez hop! Tout d'abord, c'est quoi la prise de décision? La prise de décision, c'est le processus après lequel une personne fait un choix, opte pour une solution, ou prend une résolution. A noter que dans cette vidéo on va parler de personnes physiques uniquement et je te laisse voir si selon toi ça peut aussi s'appliquer aux personnes morales, c'est-à-dire les gouvernements, les entreprises, les associations, etc. 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 Bref, comme ça on n'en sait pas beaucoup plus, donc prenons un exemple. Patron, il n'y a plus de papier dans la photocopieuse, qu'est-ce qu'on fait? Voyons voir ça. On a donc une situation initiale, il n'y a plus de papier dans la photocopieuse. Et une question qui apparaît. Que faire? Je dois donc réfléchir à différentes possibilités. Aller en racheter, en demander au département comptabilité, en faire apparaître par magie, faire un backflip par ailleurs. Et il faut donc que j'envisage les conséquences de ces choix, les différents futurs possibles. Les conséquences pour le choix 1, on a du papier, moins d'argent, et je dois m'absenter une demi-heure. Les conséquences pour le choix 2, on a du papier, autant d'argent, et je dois m'absenter environ 5 minutes. Par contre, il y a un deuxième futur possible, car j'en ai déjà emprunté à Louis-Philippe la semaine dernière, et ça se peut qu'il refuse et qu'on se fâche. Mon choix numéro 3, on a du papier, autant d'argent et j'ai pas besoin de m'absenter. Choix numéro 4, on n'a pas de papier, autant d'argent et pas besoin de m'absenter. Le problème avec le choix numéro 4, c'est qu'on n'a pas de papier, donc ça ne résout pas mon problème, donc ce n'est pas un choix à utiliser. Le problème maintenant avec mon choix numéro 3, c'est que je suis pas capable de l'appliquer. Je suis pas magicien, je peux pas faire apparaître du papier. Donc c'est un choix à rayer. Il me reste donc 2 choix possibles, mais en y pensant, je viens de revoir la situation initiale, et je me rappelle qu'on a eu une réu la semaine dernière, et donc on a décidé qu'on n'utiliserait plus les photocopieuses. C'est donc normal qu'il n'y ait plus de papier, car on n'en achète plus. Le bon choix est donc le choix numéro 5, ne pas résoudre le problème. Check this out! Concrètement, prendre une décision, c'est réaliser mentalement ce même type de schéma. C'est-à-dire, évaluer la situation initiale, envisager les différents choix possibles, évaluer les différents choix possibles, envisager les différents futurs et les différentes conséquences possibles, et finalement choisir en fonction. Tout en sachant que c'est pas un processus linéaire, chacun va construire le schéma dans l'ordre qu'il le souhaite, et il va probablement y avoir de nombreux back and forward entre les différentes étapes. C'est rarement aussi précis et segmenté que dans l'exemple, on peut avoir des idées plus floues, notamment dans la manière d'envisager les conséquences des différentes décisions. Tu peux avoir différents degrés de complexité. Là, dans l'exemple, on est resté sur des choix et des conséquences assez simples, très basiques, mais on peut prendre des décisions qui vont reposer sur une évaluation beaucoup plus complexe, des choix beaucoup plus complexes, des conséquences beaucoup plus complexes ou un nombre de conséquences possibles beaucoup plus nombreux, etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en général, tu vas avoir un nombre d'options, un nombre d'éléments à évaluer, un nombre d'idées à maîtriser beaucoup plus important que dans l'exemple. Au final, ça fait beaucoup d'informations à traiter, et c'est pour ça que le cerveau va avoir tendance à prendre des raccourcis afin de se faciliter un peu la tâche. Tiens, ne serait-ce pas un lien inopiné avec mon sujet que nous voyons là? Et donc, les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Les biais cognitifs sont des chemins mentaux habituels qui nous amènent généralement à des conclusions ou des évaluations erronées. Le plus simple, c'est de te montrer ça. Donc on va imaginer qu'on est par exemple en train de vendre un produit, genre cette excellente bande dessinée. Et là... C'est trop cher, j'avais l'habitude d'en acheter quand je vivais à Bruxelles il y a 15 ans, et c'était bien plus abordable. Bim! Money illusion dans ta face.
L'illusion monétaire, c'est la tendance à penser que 1 $, c'est 1 $, et ça, peu importe le contexte. Et c'est pas vrai. Par exemple, le Canada coûte globalement moins cher que la France. Avec 1000 $ au Canada, tu peux globalement te payer la même chose qu'avec 1132 $ en France. C'est-à-dire que la France coûte environ 11% plus cher que le Canada. Et ça marche avec les lieux, ça marche aussi avec le temps. Grosso modo, avec 2600 $ au Canada en 2010, tu pouvais te payer ce que tu te payes aujourd'hui avec 2900 $. Concrètement, il ne faudrait pas considérer 1 $ comme étant 1 $, mais 1 $ comme représentant une certaine force de pouvoir d'achat, sachant que ce pouvoir d'achat varie en fonction des contextes. On fera des épisodes complets pour parler de la monnaie et du pouvoir d'achat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène qui est déjà complexe et qui est en constante évolution. Et si ce phénomène est ignoré ou mal compris, on va alors avoir tendance à ne pas le considérer dans nos réflexions. Et même s'il est compris, étant donné que c'est un phénomène, comme on l'a dit, qui est en perpétuel mouvement, on est obligé de prendre des valeurs approximatives, d'arrêter notre jugement à certains moments et à certains lieux. Et donc là aussi, tu as un risque de mal évaluer tes affaires. Ça peut notamment avoir une tendance à fausser la perception des conséquences de tes choix, qu'on a appelé les différents futurs possibles. En pensant que la solution va te coûter plus cher ou moins cher qu'en réalité, tu vas créer un décalage entre ta manière d'envisager le futur et le futur qui sera réel. Ce décalage peut être mineur et pas très important, ou quand on prend un référent qui est daté, on risque d'avoir un décalage qui devient de plus en plus fort, et donc une évaluation qui est bien moins bonne. C'est ainsi qu'on en vient à penser qu'une bande dessinée coûte plus cher aujourd'hui qu'auparavant, alors que le coût est probablement similaire. Bon, on va prendre un deuxième exemple, parce que j'ai envie de te montrer que ça va être un peu plus complexe, plusieurs biais vont intervenir à la fois, et aussi plus proche de ce qu'on entend habituellement quand on parle de psychologie. Parce que oui, on est en train de parler de psychologie. Oui, hein, le réchauffement climatique, c'est pas si grave. Il y en a eu d'autres, des variations avant. L'homme n'est pas si responsable que ça. Normal Sylvia. Oh, Billy. En admettant que notre personnage est honnête dans ses propos et qu'il ne dit pas juste ça pour plaire à quelqu'un qui pense pareil ou que ça arrangerait de penser pareil, voici une explication possible. On a tout d'abord le normal Sibias, qui est la difficulté voire l'incapacité d'envisager, de prévoir ou de réagir en face d'un événement anormal, c'est-à-dire par exemple une catastrophe. On va soit alors minimiser le risque et les conséquences possibles afin de faire en sorte que ce ne soit plus une catastrophe dans l'esprit humain, soit tout bonnement ignorer le phénomène, parce que le cerveau aime bien faire ça. Pour en revenir au schéma, concrètement, ça veut dire qu'on évalue la situation initiale, entre guillemets le problème, différemment. Ce qui va donner l'impression que les choix à prendre et les conséquences recherchées sont moins importantes qu'en réalité. Ce qui va donc fausser tout le schéma de raisonnement. C'est un phénomène qui fait par exemple que certaines personnes vont refuser de quitter leur domicile lors de l'arrivée d'un tsunami, ou on peut encore penser à ça pour comprendre pourquoi, pour un nombre maximum de personnes à bord de 3500, il n'y avait que 1178 places sur les canaux de secours du Titanic. Jack, tu es victime d'un biais cognitif. Et on a aussi le belief bias. Ici c'est assez simple, au lieu d'évaluer la qualité des liens logiques de ton raisonnement, c'est-à-dire de te poser la question de est-ce que ce choix peut effectivement amener cette conséquence, tu évalues directement la plausibilité de la conséquence, et donc si ça te semble peu probable ou impossible, tu vas juste considérer que ton raisonnement est faux et chercher une autre conséquence plus probable. Attention, ça ne veut pas dire qu'on considère que le choix est faux et que c'est un choix à ne pas prendre. On considère que la flèche est mal dessinée et on l'oriente vers un autre point, quitte à fausser le raisonnement pour aller vers cet autre point. Consciemment ou non, je trouve qu'Arthur Conan Doyle jouait pas mal sur cette corde-là d'ailleurs. Une grande partie du succès des aventures de Sherlock Holmes tenait au fait qu'il arrivait à montrer que malgré une solution complètement improbable, type le tueur c'est un gars pygmée qui tue avec des fléchettes en plein milieu de Londres alors qu'on est en 1850, la logique de son enquête était parfaite, tous les liens logiques étaient parfaits, et qu'on avait donc le droit d'y croire, de se dire que c'était réel, ce qui renforce l'impression de suivre une aventure complètement extraordinaire. Donc, un normal bias qui fait qu'on a du mal à considérer sérieusement les catastrophes comme étant des éventualités probables, et un belief bias qui fait que de toute manière, quand on arrive à une conclusion trop improbable, type une catastrophe, on va penser que le raisonnement est erroné, ce qui
qui veut dire qu'on peut tout à fait se retrouver en roue libre avec des situations initiales qui ne peuvent pas être graves et des conséquences qui ne peuvent pas être graves non plus, et donc le meilleur des mondes. Bah c'est bon, on fait ce qu'on veut, on peut construire plus d'usines du coup. Bon allez, j'ai encore 2-3 trucs à te montrer, on va s'en faire un petit troisième pour le plaisir. Hein? Tu veux pogner Camille? Bah, fais-lui des jokes. Tu sais ce qu'on dit, femme qui rit, moitié dans ton lit. Paf! Illusions of Truth Effect. Paf! Spacing Effect. Bim! Bandwagon Effect. Bam! Continued Influence Effect. Finish him. Rhyme as Reason Effect. Donc, reprenons depuis le début. Le Illusions of Truth Effect. Celui-là, il est super connu, c'est l'idée répète-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. À force de réentendre plusieurs fois une même information, on va avoir tendance à considérer que c'est vrai, ou au minimum que c'est plausible. Et il n'y a pas besoin de la répéter 200 000 fois. 3 fois en 2 mois, ça peut être largement suffisant. En fait, une des explications possibles, c'est que notre cerveau tend à prendre un raccourci qui dit « si je m'en souviens, c'est que c'est important » ou que c'est vrai. Alors qu'en fait, non, tu t'en souviens, c'est tout. Et c'est là qu'intervient le spacing effect. Le spacing effect montre qu'on retient mieux une information si on nous la répète de manière prolongée dans le temps, plutôt que rapprochée. Si on nous répète une information 80 fois en 1 minute, il y a des chances qu'on s'en souvienne pas. Si on nous répète une information 80 fois en 1 an, il y a de bonnes chances qu'on s'en souvienne. Et typiquement, c'est ce qui se passe avec une petite phrase de même. On va nous la répéter une fois de temps en temps durant toute notre vie, et pas juste à un moment précis. D'ailleurs, un autre point, mais c'est pas exactement un biais cognitif, c'est l'idée que plus une information est courte, plus on la retient facilement. Donc plus on va facilement croire que c'est vrai. Et donc là, avec nos 2 premiers phénomènes, on a des personnes qui vont commencer à croire cette information, et probablement montrer qu'elles y croient, en la répétant, ou au minimum en ne la contredisant pas quand ils la réentendent. Donc on en arrive à l'effet bandwagon, B-A-N-D-W-A-G-O-N, qui montre basiquement que plus des personnes vont accepter une idée, plus d'autres personnes vont être prêtes à l'accepter. Cet effet marche dans les 2 sens, et on l'appelle d'ailleurs aussi l'effet de mode. Mais pas de soucis, on a quand même un 4e biais qui arrive, c'est l'effet d'influence continue. Cet effet montre qu'à partir du moment où tu acceptes dans ton cerveau une information comme étant vraie, même si on te montre par la suite que cette information est fausse, et que tu acceptes que cette information était fausse, tu ne vas pas complètement oublier cette information, et elle va continuer à avoir de l'influence sur toi comme si elle était toujours un peu vraie. L'expérience qui a été faite pour étudier ce biais cognitif est vraiment intéressante. On a pris un panel d'étudiants et on leur a demandé de distinguer de fausses et de vraies lettres de suicide. Intéressante et un peu fucké aussi comme étude. On a donc noté leurs résultats, comme dans une vraie école de lettres de suicide. Et ensuite, on leur a donné un faux feedback, complètement au hasard, sur leur performance. Pas comme dans une vraie école. On leur a laissé un peu de temps avec cette information, et ensuite on leur a donné un vrai débrief, donc avec leurs vrais résultats. Et on s'est rendu compte d'une tendance, chez ceux à qui, dans le premier feedback, on avait dit qu'ils avaient mal performé, et qui dans le second feedback se sont rendus compte que non, en fait, ils avaient bien performé. Bien qu'ils aient pu comprendre par la suite qu'ils avaient bien réussi cet exercice, ils avaient toujours moins l'impression d'avoir bien performé qu'une personne à qui on aurait dit dès le début qu'elle avait bien performé, et qu'ensuite elle avait effectivement bien performé. Ce fonctionnement fonctionne aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire une personne qui a mal performé et à qui on a dit qu'elle a bien performé et qui se rend compte après que non, en fait, pas tant que ça, va avoir plus l'impression d'avoir bien performé qu'une autre. Bon, on va finir sur une dernière note que moi je trouve très sympa, c'est le « si ça rime, c'est que c'est vrai ». Bref, celui-ci montre juste que les phrases qui riment, par exemple « femme qui rit, moitié dans ton lit », sont jugées plus plausibles, plus crédibles que les phrases qui ne riment pas. Le test a été fait en demandant à un groupe de personnes de juger de la véracité de la phrase « What sobriety conceals, alcohol, unmask ». Traduction « ce que la sobriété cache, l'alcool démasque ». Puis à un autre groupe la véracité de la phrase « What sobriety conceals, alcohol reveals ». Traduction « Ce que la sobriété masque, l'alcool démasque ». Donc concrètement, c'est le genre de test où on te dit tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ne pas d'accord, absolument pas d'accord. Et donc on a constaté que le second groupe avait une tendance notable à considérer que la phrase était plus véridique, plus plausible que le premier groupe, alors que les 2 phrases disent la même chose. Et une petite phrase comme ça, relativement courte, plutôt facile à retenir, qu'on répète régulièrement dans un laps de temps relativement long. Peu importe que le message soit faux ou vrai, tant qu'il peut être retenu. Tu trouves pas que ça ressemble un petit peu à de la publicité? Ouais, enfin moi la pub, ça m'atteint pas, hein.
Ok, j'ai compris, moi aussi j'ai mes biais cognitifs. Comment tu fais pour t'en débarrasser? Te débarrasser de tout biais cognitif, ça revient pas mal à atteindre une forme de pensée parfaite. Je te fais un spoil sur la vie, ça arrivera pas. Mais ce que tu peux faire, c'est t'améliorer. Déjà, avoir une idée des différents biais cognitifs qui existent et comment ils peuvent affecter ta prise de décision, et même en général ta pensée, ça aide à remettre les choses en perspective, à te poser des questions et éventuellement à trouver de meilleures réponses. J'ai présenté qu'une fraction des biais cognitifs qui existent et de leur fonctionnement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à faire tes propres recherches ou à suivre des cours de psychologie, t'en apprendras sûrement beaucoup plus. Et même si tu fais pas de recherche, déjà avoir conscience qu'un raisonnement ne peut pas être parfait et qu'il y a différentes manières de le fausser, ça aide énormément. En fait, ce qui est important pour prendre de meilleures décisions, c'est d'être sincèrement prêt à remettre en cause ton jugement et ton raisonnement, et même celui d'un autre. Et ça veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quel argument, ça se peut que t'aies raison. Ça t'est même sûrement déjà arrivé. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut plus prendre de décision et toujours attendre avant de prendre une décision. À partir du moment où tu as commencé à créer ton schéma de prise de décision, sauf si t'as interrompu, le fait de le refermer veut dire que t'as pris une décision. Parce qu'il faut comprendre que ne rien faire ou ne pas prendre de décision, c'est déjà des décisions. Et vu que c'est déjà des décisions, ça peut être de mauvaises décisions. Un autre point qui t'aide à lutter contre les effets des biais cognitifs, c'est de faire attention à tes ressources cognitives. C'est-à-dire l'énergie que tu consacres à ta prise de décision, les informations dont tu disposes et le temps que tu prends pour décider. On est d'accord, tu pourras pas toujours être au max de tes capacités. Fatigue, stress, petit tracas, gros tracas du quotidien, pas mal de trucs vont venir te limiter dans ta capacité à réfléchir. On est d'accord, t'auras jamais toutes les informations sur ton sujet et tu seras pas forcément capable de toutes les traiter, elles seront pas toutes utiles. Il va falloir que tu tries tes informations aussi. On est d'accord, t'auras toujours un temps limité pour te décider, surtout dans une société comme la nôtre, où il faut aller vite, 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 travailler, 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 produire, produire, parce que le temps c'est de l'argent et qu'il faut pas le perdre à ne rien faire. Mais il y a quand même de bonnes chances pour que tu puisses prendre 1 ou 2 secondes de plus, te calmer, te relaxer, revoir ton raisonnement, te poser 2-3 questions, voir s'il n'y a pas une information que tu avais déjà mais que tu n'avais pas vraiment considérée. Éventuellement, parler à quelqu'un, lui poser des questions. Les gens ont ça de très pratique, qu'on peut leur parler et qu'ils nous répondent. Et finalement, après ce moment en plus, prendre ta décision. Tout ce qu'on vient de voir pour prendre de meilleures décisions, on pourrait le résumer en 2 points. A. Adopte une bonne posture mentale. B. Consacre-y les ressources cognitives suffisantes. Ou, pour paraphraser quelqu'un d'assez connu ces temps-ci, la prochaine fois que tu veux prendre une décision, prends le temps d'y penser. C'était Arthur Fingal pour le premier épisode de Casual Business. Merci énormément de l'avoir regardé, ça me fait vraiment plaisir. Je suis consultant marketing indépendant, donc si tu veux qu'on travaille ensemble, tu peux me contacter sur LinkedIn ou par courriel. Sinon, si tu veux juste suivre mon travail et mes prochaines vidéos, tu peux me suivre sur Facebook ici, t'abonner à ma chaîne YouTube là. Et puis si jamais tu veux me soutenir un petit peu dans ma démarche, tu peux laisser un commentaire et puis dire un peu ce que tu as pensé de la vidéo, ce qui est bien, ce qui est pas bien, suggérer d'autres sujets de vidéo. Tu peux aussi mettre un petit pouce tout simplement qui va vers le haut, il est par là, puis il dit que tu as bien aimé la vidéo. Et enfin, tu peux partager la vidéo. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui parfois dans sa vie, pour une raison ou pour une autre, prend des décisions, puis que tu te dis qu'il pourrait être intéressé par prendre de meilleures décisions, ou juste que ça pourrait l'intéresser, envoie-lui un lien vers cette vidéo, parce que ça peut l'intéresser. Et puis, dans un monde magique et incroyable, on apprendrait tous à prendre de meilleures décisions, et puis on lutterait contre le réchauffement climatique, et les ours polaires, ils vont pas mourir, et puis tout ira pour le mieux. Ah, et si t'as pas compris ma référence à la fin de la vidéo, check la description de ma vidéo YouTube, il y a un lien vers la chaîne de YPenser, qui est un vulgarisateur scientifique donc sur YouTube, pareil, et qui est absolument génial. Et après, regarde ses vidéos, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait.